Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Jean-Marc Morandini. Édition spéciale d'On marche sur la tête jusqu'à 18h pour parler de la situation en Israël avec ces bombardements cette nuit qui ont touché plusieurs villes en Israël. Vous savez qu'il y a des victimes également en Israël dans plusieurs villes. On est avec toujours Mathias Leboeuf, Fabien Lecoeuf, Sarah Salman, Gauthier Lebret et on a été rejoint par Noémie Alioua. Bonjour Noémie. Bonjour Jean-Marc, merci bonjour d'être avec nous. Vous êtes grand reporter au Moyen-Orient, vous connaissez parfaitement la zone, vous connaissez parfaitement la région. On va vous entendre dans un instant, mais tout d'abord, je voudrais qu'on prenne un témoignage. C'est celui de Laura qui est en direct avec nous. Bonjour Laura, merci d'être avec nous. Vous habitez Tel Aviv. On avait eu l'occasion de parler ensemble vendredi, justement dans cette édition spéciale concernant la situation en Israël. Vous nous parliez du stress, de la tension que vous viviez au quotidien, mais cette nuit, les choses sont allées encore plus loin pour vous, puisque vous avez votre appartement qui a été soufflé par une explosion. C'est bien ça ? Laura, qui est normalement en direct avec nous et qu'on a perdu, donc la liaison est un peu compliquée avec Tel Aviv. On va la reprendre en direct dans un instant si elle m'entend. Laura, vous m'entendez ? Elle ne m'entend pas, c'est pas grave. Noémie, la situation à Tel Aviv, la situation à Jérusalem, la situation dans de nombreuses villes, c'est très compliqué quand même en Israël, parce que la population vit quelque chose qu'elle n'avait pas l'habitude de vivre jusque-là. Le fameux dôme de fer qui était au-dessus de ces villes-là, protégé totalement. Jusque-là, les villes que ce soit Jérusalem, que ce soit Tel Aviv, que ce soit Haïfa qui sont touchées, là, il y a des failles. Là, il y a des failles, mais parce que ce ne sont pas du tout les mêmes gabarits de missiles. Ce ne sont pas les petites roquettes, entre guillemets, qui viennent du Hamas depuis Gaza. Ce sont des missiles balistiques qui viennent de l'Iran, qui ont traversé plus de 1000 kilomètres et qui, effectivement, ne sont pas toutes arrêtées par les systèmes de défense aérien. Il y a des trous dans la raquette, si je puis dire. Et vous avez vu que hier, ces images étaient impressionnantes. Vous avez un quartier entier de la ville de Bat Yam. Bat Yam, c'est à peine 4-5 kilomètres de Tel Aviv, donc vraiment une banlieue extrêmement proche, un quartier entier qui a été rasé. Et qu'est-ce qu'on voit à travers ces images et à travers sans doute le témoignage qu'on va entendre? C'est une population qui est traumatisée, une population civile. Il faut bien comprendre que le régime iranien pilonne à l'aveugle. Il tire sur tout le territoire israélien du nord au sud. Et ça, c'est la grande différence avec la façon dont l'armée israélienne fonctionne depuis le début de cette guerre. Ce sont des frappes extrêmement stratégiques qui ont lieu à Téhéran. Vous voyez bien que ce sont des personnes spécifiques qui sont ciblées. Ce sont des scientifiques qui travaillent pour le programme nucléaire. Ce sont des gens qui participent activement à ce programme. Ce sont des entrepôts d'armes. Ce sont des rampes de lancement de missiles. Ce sont à chaque fois que vous voyez ce qui est touché par l'armée israélienne, ce sont des endroits ou des personnes qui sont impliquées dans cette guerre. Or, le régime iranien, lui, il pilonne tout le territoire israélien du nord au sud, et ça depuis maintenant 4 jours. Avec la volonté de semer la terreur, on a retrouvé Laura qui est à Tel Aviv. Laura, vous m'entendez ? Oui, je suis là. Super, bonjour. Merci. Bonjour Laura, merci d'être en direct avec nous. Je le disais, on vous a parlé vendredi, et vendredi vous nous expliquez qu'il y avait une certaine tension malgré tout, parce que c'était compliqué, les nuits étaient difficiles, et là les choses sont allées, hélas, encore plus loin pour vous, puisque c'est votre appartement qui a été soufflé cette nuit. Je rappelle que vous avez des enfants également, c'est ce que vous nous disiez vendredi. Et racontez-nous la nuit, racontez-nous comment les choses se sont passées. En fait, ce que je vous ai expliqué vendredi, c'est que on vivait sous pression, mais c'est vrai qu'on avait ce côté-là où on se sentait quand même en sécurité parce qu'on sait qu'on a le dôme de fer, on sait qu'on a des abris, donc quand ça sonne, on va aux abris, on attend que ça passe et voilà, et on ressort. Et en fait, ce qui s'est passé hier, c'est que déjà ça a sonné plusieurs fois dans la nuit, et l'alerte de 4h du matin, on a été prévenu par les groupes Telegram que ça allait être un peu plus violent. Et donc on s'était un peu préparé psychologiquement, mais on est en plein milieu de la nuit, on ne sait pas ce qui nous arrive, on est réveillé en sursaut par les alertes des téléphones. Et effectivement, nous on était dans notre abri et on a ressenti un boom qu'on a entendu qui a été traumatisant. Les fenêtres de l'abri ont explosé, ça nous a transpercés. Et en fait, avec mon mari, on s'est regardé et on s'est dit, ok, l'immeuble a été touché, il n'existe plus rien autour de nous, on va sortir, ça va être le feu partout, en fait, il va y avoir le feu, ça va être le vide, on n'a plus d'appartement, on n'a plus rien, mais on est en vie. Voilà, on est en vie, on s'est rassuré comme ça. Moi, j'ai fait une petite crise de panique parce que j'ai vu mes enfants et que ça m'a traumatisée de me dire que à cause de moi, ils vivent ça. J'ai été traumatisée de ça et encore aujourd'hui, j'ai du mal à les regarder et à me dire que je leur ai imposé ça. Et depuis, en fait, on a reçu une énorme solidarité. Franchement, on est vraiment très très entourés. Donc
Donc on essaye de faire avec, on tient le coup. On entend, Laura, que c'est terrorisant pour vous, bien évidemment, mais on imagine pour les enfants d'entendre ces explosions, d'entendre ces chocs, et puis ils ressentent ce que vous ressentez également. Ils ont dû voir que cette peur, malgré tout, qui est humaine, hein, cette peur par rapport à ce qui se passait. Comment est-ce que eux ont réagi ? Alors j'ai eu énormément de chance. Pour le boom, mes enfants ne se sont pas réveillés. Je ne sais pas par quel miracle ils ne se sont pas réveillés. Ils se sont réveillés au moment où on a dû descendre et évacuer l'immeuble parce que on ne savait pas ce qui allait se passer. Il y aurait pu avoir une explosion aussi dans l'immeuble, ça aurait pu prendre feu. Donc on est descendu, ils se sont réveillés à ce moment-là. Et en fait, donc mon petit dernier a à peine 1 an, donc j'ai pas pu en parler avec lui. Mais la grande a 3 ans et demi. J'ai essayé de la faire parler toute la journée. Effectivement, elle a vu des images, donc je ne sais pas si c'est des traumatismes qui sortiront plus tard, mais j'essaye de la faire parler. Elle n'arrête pas de me parler des morceaux de verre qui étaient partout et de son père qui a mis ses mains sur ses oreilles parce que comme l'alarme sonnait très fort dans le hall d'immeuble, on a essayé de la protéger du mieux qu'on pouvait. Et donc ça, elle n'arrête pas d'en parler toute la journée, mais on essaye de lui faire sortir les images en tout cas qu'elle a en tête. Et vous êtes dans quel état d'esprit, Laura ? Je vous avoue, j'étais sous le choc ce matin. Comme je vous ai dit, j'ai fait une petite crise d'angoisse dans l'abri. Et à partir du moment où mes enfants se sont réveillés, j'ai pris une autre personnalité. On s'est mis en mode guerrier avec mon mari. Il faut qu'on trouve un nouveau logement. Il faut qu'on trouve de quoi mettre nos enfants à l'abri. Il faut qu'on les protège au maximum. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on voit comment on va arranger cet appartement. On s'est mis en mode guerrier. On a pris une autre facette. Maintenant, c'est vrai que là, j'appréhende. Mes enfants sont avec moi. On est dans l'appartement, donc on nous a gentiment prêté. J'appréhende la prochaine alarme. Je ne sais pas comment je vais réagir. J'ai très peur de ça parce que avant je les prenais entre guillemets à la cool parce que je savais que j'allais me protéger. Là, j'ai peur d'entendre des booms. J'ai très peur. Donc j'appréhende un peu cette nuit, mais de toute façon, on n'a pas le choix. L'espace aérien est fermé, donc on peut rien faire. On peut pas fuir. Il va falloir qu'on continue à se mettre à l'abri et à faire bonne figure pour les enfants et tenir le coup. Et la peur, c'est la nuit qui arrive, bien évidemment, parce qu'après ce que vous avez vécu, on imagine à quel point vous devez avoir peur par rapport à cette nuit qui s'annonce. Votre appartement est totalement inutilisable, hein, vous pouvez pas y habiter. Il y a un gros mouvement de solidarité en Israël par rapport à ceux qui sont victimes, que ce soit des souffles ou carrément des missiles qui sont tombés sur les appartements. Il y a une solidarité entre vous, il y a une solidarité pour la nourriture, il y a une solidarité pour les logements, c'est important de le dire aussi. Et Noémie Alioua avait une question à vous poser. Oui, j'avais simplement une question un peu technique. Je voulais savoir s'il y avait un abri antimissile dans votre appartement ou dans l'immeuble pour savoir s'ils étaient suffisamment hermétiques pour protéger la population ou si les abris antimissiles, à l'heure qu'il est, vu le gabarit des missiles iraniens, ils n'étaient plus suffisamment protecteurs. Alors non, on était tous dans les abris et dans mon quartier, il n'y a aucun blessé. On a vraiment beaucoup de chance. Il n'y a aucun blessé parce que tout le monde était dans les abris. Et notre immeuble n'a pas été touché. En fait, il a été soufflé parce que c'était l'immeuble qui est à 3 mètres de chez nous. Je pense que si on n'avait pas eu l'abri, on serait peut-être pas debout aujourd'hui. Honnêtement, on serait peut-être pas debout. Il y a eu des alertes dans la journée ou pas du tout ? Aujourd'hui, non. Il y a eu des menaces, mais il n'y a pas eu d'alerte. Après, c'est vrai que c'est souvent la nuit. C'est pour ça que là, la nuit qui va pas tarder, ça commence à m'angoisser. Mais la journée, on a des menaces quand même. Hier, par exemple, on a eu une alerte à 16h. Donc on sait que ça peut quand même arriver, donc la pression est permanente. La pression est permanente et on se dit aussi combien de temps la population va pouvoir supporter ça, parce que il y a cette volonté, enfin depuis plusieurs jours, moi je parle avec des personnes qui vivent en Israël et toutes ont le même discours en disant de toute façon on était obligé de passer par là, on était obligé d'attaquer l'Iran, c'était vital pour Israël, il fallait le faire et en même temps il va y avoir j'ai presque envie de dire la pression physique qui va se poser. Et c'est sur ça que veut jouer l'Iran, c'est sur la fatigue, sur la pression émotionnelle, sur le stress que vous pouvez rencontrer pendant ces nuits. Il va falloir tenir bon, Laura. C'est ça le plus dur, en fait. Il va falloir tenir bon parce qu'en plus, vous n'avez pas le choix. Il va falloir tenir bon, mais parce on parle de ça toute la journée avec mon entourage, mais on est tous d'accord sur une chose, c'est que là, on y est. De toute façon, on est en plein dedans. Pourquoi s'arrêter en plein milieu ? Autant y aller jusqu'au bout, autant là il faut y aller et on est prêt à tenir le coup pour que ça se termine, mais que ça se termine dans le bon sens. Laura, on pense très fort à vous. Voilà, on pense très fort à vous, on pense très fort à vos enfants, à votre mari, et puis tous les gens qui sont dans la même situation que vous, bien évidemment, qui est une situation terrible. Et je peux dire que je crois que quand on va entendre qu'il y a une alerte à Tel Aviv ce soir, on va forcément penser à vous. On va penser à ce que vous vivez. On va penser à cette peur. On va penser à vos enfants que vous devez prendre avec vous pour les mettre à l'abri. Et c'est des moments très difficiles, mais voilà, ça vous apporte peut-être pas grand-chose, mais on est vraiment de tout cœur avec vous, Laura.
Merci beaucoup. Merci Laura, je vous embrasse et bon courage, bien évidemment Gauthier. C'est vrai que c'est ce qui se passe là-bas. Il y a quand même une pression psychologique, parce qu'on parle beaucoup de l'aspect militaire, il est important l'aspect militaire, mais on oublie peut-être un peu la pression psychologique sur la population. Et moi je suis très frappé par la dernière réponse de Laura. Son appartement vient d'être soufflé et elle dit faut continuer, faut aller au bout. Donc faut aller au bout de cette guerre avec l'Iran pour que l'Iran ne développe jamais de bombes atomiques. Donc on voit la résilience du peuple israélien qui a l'habitude de se prendre des roquettes sur la figure, normalement arrêtées par le dôme de fer, mais qui a l'habitude de ces alertes en permanence. Il y a les applications, les téléphones portables et les abris. Et là, on voit que le dôme de fer n'arrête pas l'entièreté des missiles balistiques tirés depuis l'Iran. Et on voit qu'on a ce bilan humain qui s'alourdit jour après jour, avec plusieurs maintenant dizaines de morts côté israélien. Et la volonté des Iraniens de cibler les populations civiles. Mais non, les Israéliens qu'on a au bout du fil, ils se font bombarder, mais ils disent il faut aller au bout. Il faut faire en sorte que les Mollahs n'aient jamais la bombe atomique, parce que le jour où ils ont la bombe atomique, on est peut-être entièrement rayé de la carte. Et moi, j'ai envie de retenir une phrase que nous a dit Laura, une phrase qui est très forte, je trouve, c'est « on se transforme en guerrier ». Voilà. Ouais. Désormais, ça, c'est les Israéliens. Oui, c'est très fort, ça, Sarah Salman. C'est désormais, on est des guerriers, on s'est mis en mode guerrier avec mon mari. C'est mais ça, exactement c'est vraiment ce qu'elle nous a dit. Les Israéliens. Il y avait une vidéo que je voyais sur les réseaux sociaux hier où ils étaient sous un tunnel. Enfin, c'était des voitures sous un tunnel. Il y a l'alarme qui a retenti et on voyait tout le monde en train de taper dans les mains et de danser. Et ça, il y a qu'en Israël que vous pouvez voir ça. Dans un pays, par exemple, comme la France ou ailleurs, il y aurait ça. Tout le monde se couche par terre, plus personne ne dit un mot. Ils ont une telle force, une telle résilience. C'est tellement un peuple fort que vous les mettez dans n'importe quelle situation, ils s'en sortent toujours. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'ils n'ont pas la volonté de fuir. C'est-à-dire que même si on ouvre l'espace aérien, vous avez beaucoup d'Israéliens qui vont dire quoi qu'il arrive, moi je reste en Israël, voire l'écrasante majorité. Alors que dans un autre pays, s'il y avait une situation analogue, vous avez la plupart des gens qui diraient je veux fuir parce qu'on est en temps de guerre. Et c'est pas du tout le cas des Israéliens. Oui, et Sarah, c'est vrai, avec qui j'ai pu parler également ce matin, Sarah disait si c'était moi toute seule, moi je reste. Voilà, je reste. Mais je pense à mes enfants et je culpabilise d'avoir à imposer ça à mes enfants, Noémie. Et c'est vrai que ça, on comprend. Voilà, ça s'entend parce qu'on comprend en fait, cette opposition dans sa tête, de dire je veux rester là parce que voilà, je veux défendre Israël en étant présent, mais il y a mes enfants qui sont tout jeunes et je suis obligé de leur imposer ça. Et c'est ce qu'on entendait aussi d'une certaine façon dans le témoignage de Laura, c'est-à-dire qu'il y a la guerre, mais il y a aussi la guerre psychologique, il y a le syndrome de stress post-traumatique qui se développe notamment chez les petits-enfants, qui eux-mêmes ressentent les émotions, même parfois avant même d'avoir le langage pour pouvoir les formuler, ils sont en train de comprendre de ce qui est en train de se passer autour d'eux, et autour d'eux, eh bien, c'est une guerre dont on ne sait pas exactement quels vont être les prochains épisodes. Donc c'est une situation qui est extrêmement traumatisante, mais effectivement, je rejoins complètement Sarah Salman, c'est une population qui a une mentalité de fer, qui est extrêmement résiliente, extrêmement forte, surtout parce qu'elle sait aussi dans quel pays elle habite. C'est un pays qui, depuis 1948, depuis la naissance de cet État, qui est menacé par un certain nombre de pays qui considèrent qu'il n'est pas légitime sur cette région du monde. Donc vivre en Israël, d'une certaine façon, c'est faire partie d'une forme de résistance, c'est considérer qu'on sait qu'il y a une partie du monde qui ne veut pas de vous, mais malgré tout, qui considère que c'est important de continuer à se battre. Donc ce sont tous des résistants, d'une certaine façon, les Israéliens. Et tout à l'heure, on disait, dans cette édition spéciale sur Europe 1, on disait quelque chose de très juste, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez l'Iran qui tape tout azimut et qui tape sur les civils, et de l'autre, vous avez Israël qui vise précisément, qui fait des frappes chirurgicales concernant des personnalités. Et en parlant d'Israël, et on l'entendait tout à l'heure également, Israël a appelé par exemple, à 16h04, Israël a appelé les habitants à évacuer un arrondissement entier de Téhéran parce qu'ils vont bombarder. Donc ils préviennent, ils disent attention, on va bombarder là-bas. Donc si vous êtes des habitants dans ces quartiers-là, c'est le district 3 très précisément, district 3 de Téhéran pour être précis, ils leur disent voilà, partez, on va bombarder. C'est l'opposé de ce que fait l'Iran. L'Iran tape les yeux fermés, Mathias Leboeuf. Oui, allez-y, apportez la nuance que vous voulez apporter, je laisse arriver. Israël n'a pas toujours eu ses précautions. Non, on parle de là, on ne va pas refaire l'histoire. On est en train de parler du présent. Notamment à Gaza, parce qu'à Gaza, il y a eu des bombardements de populations civiles. Ils ont prévenu, excusez-moi, ils ont prévenu à Gaza aussi. Encore une fois, vous avez... Disons les choses. Ils ont prévenu à Gaza. À chaque fois, ils envoyaient même des tracts par les avions. Ils balançaient des tracts en disant attention. À Gaza, il y a plus de 50 000 morts qui appartiennent à la population civile. Ça, vous reprenez les chiffres du Hamas. Non, c'est des chiffres. Excusez-moi, c'est les chiffres du Hamas. Très bien. Juste une chose. Vous avez raison de relever que cette guerre est particulièrement dégueulasse, comme toutes les guerres. Mais à partir du moment où ça vise les populations civiles, bien évidemment que c'est affreux et que ça va créer des traumatismes énormes, encore une fois. Après,
l'émotion, il faut être juste et qu'il y a 2 poids 2 mesures. Moi, je suis toujours très choqué que... C'est quoi les 2 poids 2 mesures? Encore une fois, il y a eu de la part d'Israël des bombardements de populations civiles et... Pas contre l'Iran. Contre Gaza. Oui, mais là, on est en train de parler de l'Iran pour l'instant. Non, et Gaza, je vous le redis. Il y a une forme d'ironie, si vous voulez. Il y a une forme d'ironie tragique à avoir aujourd'hui la population civile israélienne. Et encore une fois, je m'en réjouis pas, bien évidemment. Je trouve ça. C'est pas une ironie tragique. Attendez, vous avez il y a une ironie tragique à voir. Mais une ironie tragique parce qu'il y a des populations civiles israéliennes. Mais vous civile israélienne bombardée, alors que Israël elle-même a bombardé la population gazaouie. Je le redis, c'est dommage que vous voulez. Ça vous plaît pas, mais forcément. Israël n'a pas bombardé la population gazaouie. Israël a bombardé des terroristes du Hamas qui se sont servis de leur peuple. Laissez-la parler. Qui se sont servis de leur peuple comme de la chair à canon. Et c'est toute la tragédie des Palestiniens de s'être retrouvés dans des feux, évidemment dans une tragédie absolue. Mais il faut bien expliquer que le Hamas s'est mué dans sa population et s'en est servi comme de la chair à canon. Il n'y a pas eu de volonté de la part d'Israël d'annihiler tout un peuple. Il s'agissait de répondre aux attaques du pogrom du 7 octobre 2023 et d'en finir avec une organisation terroriste qui malheureusement menace un pays à ses frontières. Et donc, si vous voulez, c'était une situation qui a été absolument tragique, mais il ne faut pas voir ça comme une volonté de la part de l'État israélien de bombarder, comme vous avez dit, de bombarder une population civile. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas comparer une organisation terroriste avec un État. Mathias, il faut se rappeler quand même comment agit le Hamas. Le Hamas a mis des lance-roquettes dans des écoles. Ils les ont cachés dans les hôpitaux. Ouais. Donc forcément, quand vous voulez abattre et quand vous voulez faire tomber ces lance-roquettes, vous êtes obligé de viser ces endroits-là. Et je vous rappelle, attendez, laissez-moi parler. Et je vous rappelle également, une fois de plus quand même, que Israël, à chaque fois, a prévenu les zones qui allaient être bombardées. Jean-Marc. Et si le Hamas n'avait pas pris la population de Gaza en otage, on n'en serait pas là. J'entends bien. Donc le seul coupable dans cette affaire, c'est le Hamas. Le Hamas qui a pris en otage la population. Et dans ce que vous dites, on a l'impression qu'il y a un côté bien fait pour eux. C'est ça, moi, qui me gêne. Vous dites, mais si, quand vous dites ironie tragique, moi, ma lecture. Ne me faites pas dire. C'est ma lecture de ce que vous avez dit. J'ai l'impression qu'il y a un côté, c'est bien fait pour eux. Et ça, je ne dis pas que c'est votre cas, mais c'est toute la rhétorique antisémite qui dit toujours que c'est de la faute des Juifs. Alors, Mathias Lebeuf, vous répondez tranquillement. Ce n'est absolument pas ce que je dis. Et ce que je dis, c'est que, bien évidemment, le Hamas a utilisé une partie de sa population comme bouclier, très bien, et c'est absolument déplorable et c'est dégueulasse. Mais quand vous avez l'armée israélienne, Tsahal, qui rase des quartiers entiers, à Rafah notamment, me dites pas que la population civile est pas ciblée. On est appelé la population. À un moment donné, laissez Noémie vous répondre. Non, mais on l'entend du Noémie vous commencez une assertion, mais il faut la terminer. Effectivement, il y a des quartiers qui ont été rasés, mais la population a d'abord été appelée. Juste une chose. Laissez-la répondre. La population civile a d'ailleurs été appelée en amont, toujours à quitter les lieux pour se mettre en sécurité. C'est la preuve ultime qu'il n'y a pas de visée directement de la population civile. Au passage, ce que je suis en train de dire. C'est très important. Ce que je suis en train de dire, ça change parce tout. Que l'accusation d'antisémitisme, ok. Ce que je suis en train de dire, Elie Barnavi l'a dénoncé, Ehud Olmert l'a dénoncé, et voilà. Mathias, qui est responsable de la situation? Mathias, est-ce que les responsables de la situation, c'est pas le Hamas? Est-ce que si le Hamas n'avait pas pris la population en otage, on n'en serait pas là? Est-ce que si le Hamas n'avait pas attaqué le 7 octobre, on n'en serait pas là? Bien évidemment. Et vous le savez, moi j'ai été le premier à dire que c'était une ignominie et que c'était un acte terroriste dégueulasse. Donc j'ai aucun souci là-dessus. Bien évidemment. Oui, mais c'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler avant de dire que c'est Tsahal qui a bombardé une population civile. Je le rappelle volontiers, mais ce que je dis, c'est que justement, on peut toujours tenter de faire autrement, et notamment... Et comment vous voulez faire? Justement, Israël, en Iran, fait autrement, puisque les cibles... Mais les frappes sont ciblées. en Iran, c'est pas la même situation. Je sais bien, parce que le Hamas... Non, c'est pas ça, c'est que le Hamas s'est mis au milieu de la population civile, comprenez-le. Le Hamas est caché dans les écoles, le Hamas est caché dans les hôpitaux. C'est ça qui est dégueulasse, et c'est pour ça qu'il y a autant de victimes parmi la population civile. Dénoncez-le, ça aussi. Dites-le que c'est dégueulasse. Je pense qu'on aurait pu faire autrement.
Mais c'est quoi autrement à part, non, mais excusez-moi, je veux bien que vous soyez philosophe et que vous ayez de grandes idées comme ça. Mais ça veut dire quoi faire autrement? Comment vous voulez faire? Ne pas raser des zones entières, faire des assassinats ciblés, voilà, ce genre de choses. Et encore une fois, Tsahal est tout à fait capable de faire ça. Noémie Alioua et Fabien. On parle d'élimination ciblée et à chaque fois, il s'agissait encore une fois de personnalités du Hamas à Gaza qui se cachaient parmi la population pour continuer à faire fructifier cette organisation terroriste qui d'ailleurs continue à vouloir la destruction d'Israël. Et peut-être, parce qu'on parlait de l'Iran juste avant, rappeler le contexte. Le 7 octobre 2023, il y a ce pogrom qui est opéré par le Hamas, d'accord ? Aujourd'hui, c'est l'Iran. Il faut comprendre le lien entre tout ça. C'est le régime iranien qui, pendant des décennies, a financé et armé des groupes terroristes au Moyen-Orient pour déstabiliser la région. Il faut remettre ça dans un contexte historique et revenir un petit peu au b.a.-ba. Donc le Hamas était en partie financé et armé par l'Iran, le Hezbollah au Liban également, les milices chiites en Syrie et en Irak également, et les Houthis du Yémen aussi qui tous en même temps ont attaqué Israël. Donc c'est vrai que quand j'entends aussi de la part de certains responsables politiques de gauche expliquer que c'est Israël qui met le feu au Moyen-Orient, eh bien je me dis qu'ils ne suivent pas l'affaire, qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est idéologique, c'est pas du tout pareil. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que vous avez dit, mais je trouve ça très important de ramener les choses à leur contexte pour comprendre pourquoi est-ce qu'elles ont lieu maintenant. On va en reparler dans un instant. On continue cette édition spéciale sur Europe 1, bien évidemment, et puis on repartira en Israël. On sera avec Ruben qui a dû passer la nuit dans le métro en Israël parce qu'il n'avait pas d'abri. Et donc le seul abri possible pour lui, c'était le métro. Il sera en direct avec nous dans un instant. Merci d'écouter Europe 1, édition spéciale jusqu'à 18h, sur la situation en Israël. Il est 17h26. 16h, 18h. Jean-Marc Morandini sur Europe 1.